Bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui donc pour ce webinaire sur les essais agronomiques et plus particulièrement sur les effets d'interaction au sein de ces essais agronomiques. Donc, je suis Clément Bouquer. Je travaille chez Dorian depuis maintenant 6 ans en tant qu'agronome et je vais essayer de répondre à cette question qui n'est pas très simple et qui, j'espère, répondra à vos attentes sur ces essais qui sont souvent relativement complexes. Donc, je vais partager mon écran avec vous et donc on va passer environ 30 minutes aujourd'hui ensemble sur ce webinaire et puis par la suite, on aura 5 à 10 minutes de réponse à vos questions. Donc, je vous invite à poser vos questions directement sur le chat à votre droite si vous en avez au cours de ma présentation. Donc, au cours de ce webinaire, au cours de ce sommaire, donc on va d'abord regarder finalement ce qu'est un essai agronomique. Et donc ça va être la première étape, finalement, la définition d'un essai agronomique. Deuxièmement, on va définir les bons facteurs et les bonnes modalités. Et ça, c'est une des choses les plus complexes, finalement, dans la réalisation d'un essai agronomique, c'est comment définir proprement ces facteurs et ces modalités avant même de réaliser l'essai au champ. Ensuite, on aura donc la valorisation des données pédoclimatiques et on vous montrera à quel point la valorisation de ces données-là est importante, d'autant plus dans un essai de type agronomique, et comment collecter finalement les données hétérogènes nécessaires pour la valorisation de ces données environnementales pédoclimatiques. Derrière, on finalisera par la présentation d'analyses statistiques robustes, efficaces, fiables, pour réaliser des analyses, les meilleures analyses et surtout tirer les bonnes conclusions sur vos essais agronomiques. Alors pour démarrer, une petite introduction sur Dorian. Donc Dorian, nous, on est une entreprise de logiciels pour l'expérimentation, pour la sélection, basée à Nice, donc dans le sud de la France. On a environ 32 employés donc qui travaillent en France, qui travaillent en Argentine, en Colombie, au Japon. Donc on est une entreprise d'envergure internationale, mais on est aussi présent bien sûr pour nos clients français, notamment aujourd'hui avec ce webinaire. Donc ça fait 40 ans qu'on est dans le domaine, donc c'est une entreprise qui a été fondée en 1984, bientôt 41 ans. C'est la plus vieille entreprise tout simplement dans le monde à proposer uniquement ce type de logiciel pour l'agronomie. Et donc, on a des personnes qui ont réalisé des projets d'envergure internationale, de très long terme. Donc, on a vraiment une vraie expertise au sein de notre équipe, à la fois sur la partie des agronomes, sur la partie des consultants métiers qui vont vraiment répondre à vos besoins, et sur la partie aussi des développeurs qui sont chargés du développement des fonctionnalités au quotidien. On gère environ 250 000 essais par an, donc à la fois avec nos clients breeding, sélection, nos clients d'essais agronomiques, d'essais variétaux, et puis nos clients aussi biosolutions, qui est une nouvelle, un nouveau module qu'on adresse depuis relativement récemment. On a environ 60% d'entreprises étrangères au sein de notre pool de clients. Donc, on est une entreprise qui s'internationalise de plus en plus, avec une grosse racine en France quand même, avec des clients historiques français, des clients historiques européens aussi, mais de plus en plus, on arrive à lancer aussi des partenariats avec des entreprises nord-américaines, des entreprises sud-américaines, des entreprises asiatiques aussi. Donc, on est vraiment sur une entreprise qui s'internationalise, pardon, et qui lance des projets d'envergure mondiale. 40% donc de notre chiffre d'affaires est réinvesti dans la recherche et réinvesti dans l'innovation. Donc ça vous garantit toujours l'arrivée de fonctionnalités nouvelles. Ça vous garantit toujours l'arrivée de fonctionnalités inédites qui toujours ont l'objectif de répondre à vos besoins les plus spécifiques. Et puis derrière, on travaille avec énormément d'espèces différentes. Alors ça, c'est surtout pour vous donner un petit peu l'information que Blumeo ne va pas être adapté seulement à une espèce ou deux espèces en particulier, mais Blumeo a vraiment la capacité de s'adapter à tout type de culture, à tout type de produit. Et donc, c'est aussi ce qu'on va voir avec les essais agronomiques. Les essais agronomiques sont tellement larges et tellement divers qu'il faut avoir un outil qui puisse permettre une certaine flexibilité dans la définition des facteurs, des espèces, des produits, etc.
On travaille avec plus de 45 espèces, donc que ce soit de la grande culture, de la culture légumière, des arbres fruitiers, en passant par les florales. Donc voilà, on a un logiciel qui répond vraiment à énormément de besoins différents. Alors maintenant, je vais parler un peu plus en détail de ce logiciel donc, qui s'appelle Bloomeo, qui est un logiciel qui a été lancé relativement récemment, en octobre 2023. Donc c'est un logiciel récent qui comporte des avancées technologiques les plus récentes possibles. Et ce logiciel Bloomeo, il a été articulé finalement en plusieurs modules distincts. On a un premier module donc, de développement produit qui va vraiment être à la fois pour le développement variétal et le développement de biosolutions sur les parties, on va dire, les late stages, donc juste avant la commercialisation, où on va tester finalement ces variétés, ces produits dans plein d'environnements différents afin de les adresser au bon marché. On a aussi donc un module d'expérimentation agronomique qui va être vraiment le module sur lequel on va se focaliser aujourd'hui, qui va permettre la réalisation d'essais multifactoriels complexes dans des environnements, dans des zones pédoclimatiques différentes. Et puis, on a un module aussi de sélection, donc lui, un module qui va permettre de gérer finalement des matrices de croisement, des rétrocroisements, de la double haploïdisation, de la gestion de pédigré, de la gestion de généalogie. Enfin, voilà, toutes ces questions qui sont propres finalement au département de sélection, qui iront donc de la sélection des lignées parentales jusqu'à la commercialisation de la variété finale. Et puis, on a un module un peu transversal qui est le module de pilotage. Donc là, c'est un module vraiment qui va vous permettre d'obtenir des KPI, donc des indicateurs de performance, à la fois sur la sélection, l'expérimentation agronomique ou le développement de produits, mais qui vont vous permettre de monitorer un petit peu les process que vous gérez au sein de l'outil. Puis en dessous, vous voyez en vert foncé, donc on a des fonctionnalités de base qui sont propres à tous les modules que vous avez par défaut. Et donc là, ça va être par exemple l'analyse des données, la collecte des données en mobilité avec des smartphones et des tablettes. Donc on fournit une application pour cela. On a aussi des dashboards et des rapports qui sont disponibles de manière standard dans l'outil. La mise en place au champ et un portail partenaire qui va permettre aux partenaires d'un réseau, par exemple, d'agriculteurs, de se connecter directement à Bloomeo et de pouvoir bénéficier des informations qui lui sont adressées directement. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un essai agronomique? Alors, on en a donné une définition qui n'est pas la seule définition d'un essai agronomique, mais qui a le mérite finalement de bien cadrer les conditions d'un essai de ce type. La définition nous dit cela. Un essai agronomique est une expérience structurée menée dans des conditions réelles ou contrôlées sur le terrain afin d'évaluer des variétés, des produits, des pratiques agricoles ou des intrants. On peut aussi penser à d'autres facteurs. C'est vraiment des facteurs très très larges. Mais surtout, l'essai agronomique inclut plusieurs facteurs testés simultanément. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques qu'on retrouve dans quasiment tous les essais agronomiques, c'est-à-dire que ce sont des essais complexes. Au contraire d'un essai variétal ou d'un essai produit, où là, les produits, on va se focaliser bien sur le test de différents produits disponibles ou de différentes doses. Un essai variétal, on va se concentrer sur le test de différentes variétés. On va être souvent sur du monofactoriel. Ici, on est sur du plurifactoriel. Et on va tester des types d'irrigation, on va tester de l'application d'intrants, on va tester des pratiques agricoles. Et directement, on complexifie l'essai. Alors, quels sont les objectifs d'un essai de ce type? Eh bien, ça va être de comprendre les effets d'interaction entre des variétés, des produits et des facteurs environnementaux. Voilà, ça peut être le cas. Donc, on va le voir par la suite, comment les facteurs environnementaux, finalement, impactent les variétés et les produits. On va aussi pouvoir tester des nouvelles pratiques agricoles et des méthodes de culture intégrées. Alors là, on est vraiment dans la démarche agroécologique. On va aussi penser à l'agroforesterie avec la combinaison de cultures au sein d'une même parcelle. Par exemple, des combinaisons, on le voit souvent en hémisphère sud, des combinaisons café, banane, cacao, voilà, qui permettent d'optimiser finalement les rendements, d'apporter plus de rentabilité aux agriculteurs. Et donc ça, voilà, il faut le tester, il faut réaliser des essais agronomiques pour prouver finalement que les rendements obtenus, que la résistance aux maladies est meilleure dans ces conditions. Et puis derrière, un dernier point, évaluer l'efficacité des rotations de culture. Alors là, on est sur des essais qui sont plutôt pluriannuels, qui sont aussi réalisés alors souvent par des instituts techniques,
mais qui vont permettre finalement de caractériser l'impact de la culture précédente sur la culture suivante, notamment sur son enracinement, sur la résistance à des stress biotiques, sur l'apport en azote, etc. Alors, après avoir défini finalement ce qu'était un essai agronomique, la prochaine étape, c'est la définition des bons facteurs et bonnes modalités. Et ça, donc, j'ai mentionné un défi stratégique, parce que ça peut paraître très simple, mais si on n'a pas le bon outil pour le faire, ça peut souvent être très complexe, très laborieux, et parfois on peut aussi mal définir les facteurs d'étude. Et donc ça aussi, ça a forcément un impact par la suite sur l'analyse de l'essai. Alors le premier point, c'est que c'est souvent difficile parce qu'on a trop de possibilités devant nous. Dans un essai agronomique, on a souvent tendance à vouloir analyser énormément de facteurs à la fois, avec beaucoup de modalités pour chacun des facteurs, et on se retrouve finalement à la fin avec une liste de traitements très très longue, et on se retrouve dans l'impossibilité, pour des raisons de ressources d'espace ou de ressources de personnel ou de budget, à ne pas pouvoir finalement réaliser l'essai tel qu'on le souhaitait, de manière intégrale. Donc il faut souvent se concentrer sur l'objectif qu'on souhaite atteindre. Quel objectif, quelle hypothèse de départ j'ai lorsque je réalise mon essai agronomique, et quels facteurs et modalités vont me permettre de répondre à cet objectif que je me suis fixé. Donc ça, c'est vraiment le point clé. Et puis derrière, on a un quatrième point ici, qui concerne le mauvais design expérimental. Alors ça, il n'y a pas de bon design expérimental, il n'y a pas de mauvais design expérimental. Tout design a des côtés positifs et des côtés négatifs. Malgré tout, en prenant en compte, par exemple, les gradients au sein de notre champ, en prenant en compte le nombre de facteurs que l'on va devoir étudier, il y a des designs qui sont plus appropriés que d'autres pour la réalisation de ces essais, et donc on essaiera de les énumérer par la suite. Ici, vous avez l'exemple à droite de combinaison de facteurs relativement standards, où ici, on va tester par exemple des génotypes avec des types de labour. On va tester des produits avec un pH, alors un pH acide, pH basique, pH neutre, et puis des types d'irrigation. Et puis derrière, on va tester aussi, pourquoi pas, des produits avec des génotypes et des types d'irrigation. Donc irrigation par aspersion, goutte à goutte, ou pas d'irrigation par exemple. Alors, quelles sont les bonnes pratiques ? Les bonnes pratiques, ça serait de se limiter à un minimum de facteurs, enfin un maximum de facteurs de 3, allez, on va dire grand maximum 4 facteurs si on prend un réseau d'essais qui prendra en compte le lieu. Je pense que c'est le maximum afin d'avoir des résultats probants et d'avoir surtout des analyses statistiques robustes. Au-delà de 3-4 facteurs, on peut potentiellement avoir des problématiques au niveau statistique. 2 petites secondes. Ensuite, il faut qu'on ait des modalités suffisamment contrastées. Et ça, c'est important aussi, puisqu'au sein d'un facteur, si les modalités sont trop proches, il va être très très difficile par la suite de déterminer son effet réel. Puisque si les modalités sont trop rapprochées, on ne pourra pas forcément mettre en évidence une potentielle significativité de ce facteur en question. Donc, il faut avoir des modalités bien choisies, pas trop nombreuses non plus, et suffisamment contrastées entre elles. Et finalement, définir un bon design expérimental. Alors là, je vous donne quelques exemples. Le split plot ou le strip plot, qui sont 2 designs expérimentaux qui sont souvent utilisés dans le cadre d'essais à 2 facteurs. Voilà. Ou le split plot, qui est un essai qui est utilisé dans le cadre de 3 facteurs combinés. Où vous aurez donc un facteur principal défini en ligne ou en colonne, et ensuite un facteur secondaire qui, lui, sera randomisé au sein des lignes et des colonnes. Alors, je vous donne un exemple ici. On a un split plot avec 4 produits, 3 génotypes et 3 répétitions. Alors, vous voyez ici d'abord qu'on va randomiser dans les 3 blocs, puisqu'on a 3 répétitions, on va randomiser le facteur produit qui a été considéré comme le facteur principal. Et donc, vous voyez ici dans le bloc 1 qu'on aura P2, P3, P4, P1. Dans le bloc 2, P4, P2, P3, P1, et dans le bloc 3, P2, P1, P3, P4. Donc, on a une randomisation des 4 produits au sein des 3 blocs. Par la suite, vous allez voir finalement que les 3 génotypes qu'on va tester vont être randomisés au sein de nos lignes colorées. Et donc là, ici, j'ai les génotypes, donc G3, G2, G1 pour produit 2. Pour produit 3, j'aurai par exemple G1, G3, G2. Donc, on voit qu'on a une randomisation au sein des colonnes pour chacun des 3 génotypes.
Ça, c'est un split plot. C'est un split plot de base avec comme facteur principal le produit et comme facteur secondaire le génotype en 3 blocs. Pourquoi c'est important de bien définir son facteur principal? Ça, c'est pour des raisons évidentes de logistique, c'est pour des raisons évidentes d'opérationnel. Il sera beaucoup plus simple d'appliquer un produit en bande, comme c'est le cas ici, plutôt que de définir le produit en facteur secondaire et de devoir l'appliquer aléatoirement dans des blocs qui sont parfois non concomitants. Où là, on peut avoir des soucis et surtout un budget qui risque d'exploser lors de la mise en place de l'essai. Alors, avant de passer à l'étape suivante, je souhaitais d'abord vous poser une petite question. Donc, on va vous poser un sondage sur la droite. Quels sont les designs expérimentaux que vous utilisez le plus souvent dans le cadre de vos essais agronomiques? Donc, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous, je crois. Donc, on a remis des designs relativement simples, des RCB, des CRD. On a mis aussi les split plots et les strip plots. Vous en utilisez probablement d'autres. Donc, n'hésitez pas à y répondre et puis on reviendra dessus par la suite pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans ce sondage. Alors ensuite, après avoir défini finalement ces facteurs et ces modalités, alors je vais vous montrer, avant de passer là-dessus, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe dans Blumeo. Hop. Dans Blumeo, simplement, je vais vous montrer rapidement comment fonctionne la mise en place de facteurs et de modalités. Donc ici, lors de la création d'un essai agronomique, vous allez avoir une première phase, une première étape qui est une étape générale. Donc là, on va l'appeler par exemple essai webinaire. On va définir une période de début. Voilà. On peut définir une période de fin, ce n'est pas obligatoire. On va définir une personne responsable. On va définir une organisation. Alors ça peut être une station, ça peut être une filiale spécifique. On va définir une espèce. Alors ici, on va dire qu'on travaille sur du maïs. Et on va définir un lieu. Ici, on travaille en France. Derrière, on va définir un plan expérimental. Alors là, je vais choisir le split plot. Voilà, plan en parcelles divisées en français. Et puis derrière, on va définir 3 répétitions, par exemple, pour ce split plot. Derrière, on va définir nos variables d'observation. Donc ici, j'ai déjà une pré-liste disponible de variables d'observation. Donc on va avoir de la variable quantitative, on va avoir de la variable qualitative, on va avoir de la variable date, on va avoir de la variable image. Voilà, c'est toutes des variables que vous allez devoir noter au champ par la suite pour cet essai agronomique. Vous pouvez bien sûr le définir, c'est complètement flexible. Et puis derrière, surtout, l'étape que je souhaite vous montrer maintenant, c'est cette étape 3, définition des facteurs et modalités. Donc, je vous ai expliqué récemment comment définir proprement ces facteurs et ces modalités. On va voir comment ça se passe avec l'outil Blumeo. Finalement, c'est très simple. Vous cliquez sur « Ajouter un facteur ». Vous allez sélectionner un premier facteur, d'accord, qui va peut-être être un facteur de génotype, par exemple. Et on va aller chercher dans notre catalogue de variétés, puisqu'on a un catalogue de variétés au sein de Blumeo, les variétés qui correspondent à notre besoin. Et donc là, on a plusieurs variétés de maïs. On va choisir par exemple Addendum, Alcazar, Anakin et Astoria. On ajoute ces variétés et on va ajouter un second facteur, ajouter un facteur qui va être par exemple un facteur d'irrigation. Voilà. Et donc là, ce facteur d'irrigation ici, qui a été aussi défini par moi-même et dans lequel j'ai défini des modalités. Ici, j'en ai 3, mais vous pourriez en avoir plus. Je vais sélectionner ces 3 modalités, donc pas d'irrigation, subsurface irrigation ou alors de l'aspersion. Donc ici, je me retrouve finalement avec un essai à 2 facteurs. On a un premier facteur génotype avec Addendum, Alcazar, Anakin et Astoria, c'est-à-dire 4 modalités. Et un deuxième facteur, système d'irrigation, avec 3 modalités, donc sans irrigation, SDI et sprinkler, aspersion. Finalement, il va falloir maintenant définir les traitements, c'est-à-dire définir les combinaisons entre les modalités de chacun des facteurs. Donc, on a 4 modalités pour le génotype et 3 modalités pour le système d'irrigation. On va aller au plus simple et on va finalement créer toutes les combinaisons possibles. C'est-à-dire que le premier génotype, Addendum, va être combiné avec les 3 modalités d'irrigation. Le deuxième génotype, Alcazar, avec les 3 modalités d'irrigation. Même chose pour le troisième génotype. Même chose pour le 4e génotype. C'est-à-dire qu'on a un modèle ici avec 4 fois 3 traitements, c'est-à-dire 12 traitements au total. On a nos 12 traitements. Et puis ici, si on clique sur l'onglet Unité de champ,
eh bien, on va retrouver ici 12 fois 3 traitements, c'est-à-dire 36 plots qui correspondent finalement à nos répétitions, à nos blocs de split plot. Voilà, on aura 3 blocs de 12 plots. Derrière, je peux aller cliquer donc sur les paramètres de mon plan expérimental, définir un facteur principal. Alors là, je vais plutôt définir le facteur principal comme le système d'irrigation, puisqu'on en a parlé, ça va être beaucoup plus simple d'irriguer dans des colonnes ou dans des lignes plutôt que d'irriguer sur des zones isolées. Et ici, eh bien, je vais pouvoir cliquer sur randomisation afin de lancer la visualisation des 3 blocs de mon split plot. Et donc ici, eh bien, j'ai mes 3 blocs en 3 x 4, donc avec mes 12 plots et 12 plots totalement randomisés. Voilà. Donc ça, c'est la manière avec laquelle gérer eh bien, nos designs et la définition de nos facteurs expérimentaux avec l'outil Bloomio. Alors Romain, est-ce qu'on a quelques réponses concernant le précédent sondage? Ouais. Alors la majorité d'entre vous utilisent du RCB et du split plot. Et probablement 1 à 2 personnes utilisent aussi du strip plot. Donc bah ouais, le RCB, donc c'est un dispositif relativement classique, standard, surtout pour du monofacteur. Je sais que certaines personnes l'utilisent aussi en 2 facteurs. Le split plot, c'est vrai que c'est un dispositif un des plus communs sur le 2 facteurs. Et le strip plot, peut-être moins connu, mais aussi très efficace, puisqu'on va randomiser à la fois en ligne et en colonne le premier facteur et le deuxième facteur. Donc c'est très intéressant. Alors maintenant, on va passer sur l'étape suivante, donc valoriser les données pédoclimatiques. Alors pourquoi c'est important? Premièrement, parce que les résultats d'essais ne sont jamais universels. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réaliser un même essai avec les mêmes génotypes, les mêmes produits, les mêmes systèmes d'irrigation dans une zone A, une zone B, une zone C. Vous pouvez avoir la certitude que les résultats ne seront jamais les mêmes. Et donc, ça, c'est principalement lié, alors bien sûr, il y a des effets aléatoires, mais c'est extrêmement lié aussi au contexte pédoclimatique associé à la localisation de votre essai. Donc, le contexte local modifie fortement les réponses observées et une bonne caractérisation permet une analyse fine et reproductible. Et ça, c'est super important aussi. C'est-à-dire que si on arrive à avoir un réseau d'essais relativement bien réparti au sein de nos différentes zones agronomiques, eh bien, on va avoir la possibilité de tirer des conclusions relativement fines sur l'impact du sol, sur l'impact du climat, sur l'impact de n'importe quelle donnée environnementale sur notre essai en question. Alors, quelles sont les caractéristiques environnementales, pédoclimatiques, qui peuvent influencer directement la performance des facteurs de notre essai? Eh bien, on va penser directement au sol. Donc là, il y a quelques exemples. La texture du sol, est-ce qu'on est sur du limoneux, de l'argileux? Donc ça, directement, on va avoir une forte importance de ces données-là sur la qualité et la performance de notre essai. Le pH, bien sûr, qui est aussi lui-même influé par d'autres caractéristiques du sol. Mais donc, on ne va pas avoir les mêmes performances pour certaines espèces sur un pH acide, sur un pH basique. Même chose aussi sur les produits. Le pH a une forte influence sur l'application de certains produits et biosolutions. La matière organique dans le sol, qui va permettre de la rétention d'eau notamment, et puis aussi la capacité d'échange cationique, qui va, elle, avoir une importance directe aussi sur l'assimilation des nutriments par les végétaux. On a aussi donc les données climatiques. Alors là, c'est plus simple, c'est la pluviométrie, la température. Voilà, donc c'est des données relativement classiques qui peuvent être récoltées par des stations météorologiques. La topographie avec la pente et l'exposition. Alors ça a une influence directe ou indirecte. Par exemple, avec la luminosité directe sur les surfaces foliaires, par exemple. Et puis, on a l'historique parcellaire. Alors ça aussi, c'est très, très important. Finalement, quelle était la culture précédente au sein de ma parcelle? Comment a-t-elle pu influer sur la culture d'aujourd'hui? Quelles sont les pratiques culturales aussi pratiquées? Donc, quel est l'itinéraire technique finalement que je vais imposer à mon essai? Est-ce que je vais faire du labour? Est-ce que je vais faire du semi-direct? Est-ce que je vais faire une densité de semis forte? Est-ce que je vais faire une densité de semis faible? Est-ce que je vais faire des associations de cultures? Donc, on voit tout de suite finalement que on a 1001 façons d'avoir un impact sur l'essai suivant les conditions environnementales et les pratiques culturelles qui sont présentes.
Alors, quelles sont les bonnes pratiques? C'est d'abord toujours de garder une excellente traçabilité de la géolocalisation de vos essais. C'est-à-dire que même un essai de 10 ans, il faut que vous soyez sûr et certain de la localisation exacte de votre essai et des caractéristiques climatiques générales de cet essai à ce moment donné. Ça, c'est super important pour caractériser les performances de votre essai. Derrière, il faut aussi pouvoir, idéalement, délimiter ce qu'on appelle des zones agronomiques. Alors moi, ma définition d'une zone agronomique, elle est plurielle, ce n'est pas une définition unique. Ça serait finalement une zone qui répond, qui a finalement une certaine homogénéité sur certaines caractéristiques environnementales données. Par exemple, on pourrait avoir des zones agronomiques qui seraient basées sur un certain terroir et un climat spécifique. Voilà. On pourrait avoir des zones agronomiques qui auraient la même exposition, la même pluviométrie et la même teneur en matière organique. Ça va dépendre directement de la définition de vos zones agronomiques. Mais le fait de pouvoir définir ces zones-là sur une cartographie va vous permettre à vous de réaliser votre réseau d'essais en prenant en compte ces caractéristiques environnementales et être sûr que votre réseau d'essais est le plus représentatif possible de la diversité des environnements dans laquelle vous souhaitez tester vos hypothèses. Et puis derrière, intégrer ces indices agroclimatiques dans des modèles. Alors ça, c'est relativement complexe, mais il faut pouvoir au maximum intégrer finalement toutes les informations qu'on a pu récolter sur l'environnement, sur les données pédoclimatiques, sur le type de sol, etc., dans des modèles qui vont permettre de les prendre en compte dans les analyses statistiques et dans les conclusions qu'on va réaliser par la suite. Alors, comment on collecte ces données environnementales? Je vous donne un exemple avec Blumeo de tout le panel de possibilités qui s'offre à vous avec ce type d'outil pour collecter, agréger et surtout centraliser la donnée au sein de la base de données de Blumeo. Premièrement, on va pouvoir connecter des bases de données externes. C'est-à-dire que si vous, au sein de votre entreprise, au sein de votre institut, vous avez déjà des bases de données qui ont énormément d'informations et que vous souhaitez utiliser ces informations-là dans le cadre de la gestion d'essais avec l'outil Blumeo, on a la possibilité de réaliser des ponts informatiques, des API, entre votre base de données externe et notre base de données Blumeo. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a aussi la possibilité de centraliser vos analyses laboratoires. Ça, c'est des analyses qui vont pouvoir donner, par exemple, des informations sur des données physiologiques de feuilles, de racines. Et donc, ces analyses-là, avec toutes les données importantes qu'elles comportent, vont pouvoir être rapatriées au sein de Blumeo pour pouvoir permettre de tirer des conclusions aussi, les comparer par rapport aux données phénotypiques observées sur le terrain et prendre des décisions informées sur la conclusion des essais. Même chose donc pour toute la partie IoT. Donc là, je pense aux drones, aux capteurs, aux satellites qui vont prendre des données en temps réel, des données parfois très précises sur le champ, par exemple la surface foliaire totale, l'évapotranspiration, etc. Ces données-là sont très très importantes, très intéressantes, et on a souvent du mal finalement à les valoriser au mieux au sein de nos essais. Et bien ici, c'est la même chose. On a la possibilité de créer des API, des ponts entre vos stations météo, vos capteurs, vos drones, et valoriser au maximum les données qui ont été récoltées par ces outils-là. On a aussi la possibilité de connecter donc, des machines de récolte, des balances connectées. Donc là, c'est surtout pour gagner du temps. Vous allez gagner un temps vraiment important par rapport à refaire de la saisie de données, parfois réaliser des erreurs dans la saisie de données multiples aussi. Donc là, vous allez directement avoir les données collectées par vos machines et vos balances obtenues dans Blumeo sans double saisie. Les analyses de sol, donc pour des caractéristiques physiques, chimiques, pour des caractéristiques biologiques aussi, on va pouvoir rapatrier ces analyses de sol et les prendre en compte dans nos analyses par la suite. On pourra noter des images aussi, donc ça va être avec l'outil de collection de données au champ, l'outil mobile, qu'on n'aura malheureusement pas le temps de vous montrer aujourd'hui, mais que je vous invite aussi à découvrir. Donc, c'est un outil qui va vous permettre finalement de collecter de la donnée directement sur la parcelle au champ, qui va vous permettre de prendre des photos et d'annoter ces photos-là directement. Si vous percevez, par exemple, la présence de mildiou, d'oïdium, si vous percevez la présence d'anomalies, par exemple, vous allez pouvoir l'annoter directement sur la photo et ne pas perdre l'information. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Puis derrière, on a aussi la gestion de commentaires. Donc ça, c'est aussi avec l'application de données mobile, la possibilité de pouvoir saisir des commentaires à la volée, à la fois sur une parcelle, à la fois sur
un essai ou sur une caractéristique donnée, si par exemple eh bien, les variables d'observation ne permettent pas de saisir l'intégralité des informations qu'on souhaiterait. On le voit, hein, Blumeo est un outil complet, un système qui n'est pas du tout isolé, hein, qui collabore avec énormément d'autres systèmes en externe et qui vous permet eh bien, de collecter plein de données hétérogènes provenant de sources externes et finalement de valoriser au maximum les données pédoclimatiques, les données de pratiques culturelles que vous pourriez avoir au sein de votre essai agronomique. Alors, à l'issue de tout ça, il faut bien sûr réaliser des analyses. Et donc, c'est le sujet de notre dernier point, réaliser des analyses pertinentes et tirer les meilleures conclusions sur vos essais. Je souhaiterais vous poser une dernière question. Quelles sont les analyses que vous réalisez aujourd'hui sur vos essais agronomiques? Alors, les analyses principales, j'imagine que vous en réalisez plusieurs. Vous avez une question à choix multiples ici. J'ai finalement nommé les 4 analyses que je vais citer, donc l'ANOVA multifacteur, la régression linéaire, la CP, les modèles mixtes. J'imagine qu'il y en a d'autres aussi que vous utilisez, il y en a même probablement beaucoup d'autres. Donc n'hésitez pas à y répondre et puis on reviendra dessus par la suite. Donc là, pour définir un petit peu ces 4 méthodes, hein, donc on a l'ANOVA multifacteur. Alors l'ANOVA multifacteur, donc c'est très très connu, hein, c'est très populaire. C'est finalement une analyse de variance qui va permettre de déterminer les effets principaux et les interactions entre les facteurs. Ça, c'est super intéressant. Si je prends l'exemple ici que j'ai à ma droite, on va ici essayer de déterminer l'influence de l'interaction entre la variété et le type d'irrigation sur la variable rendement. Voilà. En quoi l'interaction entre le facteur variété et le type d'irrigation a une influence quantitativement hein, sur la variable rendement. Donc ça, c'est très puissant, c'est relativement simple à utiliser, c'est un modèle qui est connu, qui est robuste et qui vous permet eh bien, déjà de définir des interactions entre vos facteurs d'étude. On a ensuite la méthode, donc la régression linéaire, c'est une méthode connue aussi, qui permet finalement des corrélations entre variables quantitatives continues, avec la possibilité de définir donc, des coefficients de corrélation, hein, les fameux R carrés. On a par exemple ici à droite une image donc, qui a été tirée de Blumeo, hein, une vidéo qui tourne en boucle, qui nous permet de voir eh bien, la corrélation entre le nombre de grains ici et le poids, et de pouvoir cliquer sur des traitements spécifiques afin de voir leur participation dans la corrélation. Voilà. Donc ici, on a un exemple aussi, un exemple que j'avais donné dans le tableau, donc la biomasse avec la surface racinée. Le troisième point, donc, c'est l'ACP. Alors, l'ACP est l'analyse en composantes multiples. Donc, ça, c'est aussi un outil relativement complexe. Hein. C'est un outil qui va permettre de faire du clustering ou du grouping, du groupement, finalement, de traitements qui auraient des comportements relativement similaires au sein de notre essai. On va avoir finalement un graphique, hein, un graphique en croix, en 2 dimensions, avec une composante principale et une composante secondaire. Et chacun de vos traitements testés vont se répartir sur ce graphique en 2 dimensions et vous pourrez eh bien, identifier des espèces de groupements, c'est-à-dire des traitements qui ont tendance à répondre de manière similaire pour toutes les variables observées, donc toutes les variables multiples observées au champ. Puis derrière, on a le modèle mixte. Donc ça, c'est un modèle qui est arrivé relativement récemment, enfin du moins plus récemment que l'ANOVA. C'est un modèle statistique relativement complexe, puissant, qui va vous permettre à la fois de comparer des effets aléatoires avec des effets fixes dans votre modèle statistique. Et donc, quel est un effet aléatoire? Qu'est-ce qui est un effet fixe? Eh bien, un effet fixe, si je prends l'exemple d'un lieu, on va dire que le lieu est un effet fixe si les 3 modalités que je teste, par exemple, sont représentatives de la totalité des modalités possibles. Voilà. Là où un effet aléatoire, lui, va considérer que les 3 modalités que j'ai testées pour mon facteur lieu ne sont qu'un échantillon de toutes les modalités, l'infinité de modalités possibles de cet effet lieu. Et donc, finalement, la différence peut paraître fine, mais elle a quand même un impact relativement important sur les conclusions que vous allez tirer par la suite. Voilà. Donc finalement, c'est vraiment effet fixe où on a la représentativité totale avec nos modalités, ou l'effet aléatoire où on considère qu'on a simplement un échantillon de toutes les modalités possibles. C'est un modèle très très puissant qui se répand de plus en plus, et je vous invite à vous renseigner là-dessus, puisque ça peut vous permettre de gagner en précision dans vos analyses statistiques.
Alors, quelles sont les bonnes pratiques, hein? Les bonnes pratiques, c'est toujours vérifier les hypothèses de départ, notamment au lancement d'une ANOVA. Donc finalement, quelle normalité? Est-ce qu'on atteint la normalité? Est-ce qu'on a bien l'homocédasticité avant de réaliser son ANOVA? Voilà, ça, c'est hyper important et ça nous permet d'être sûr que l'ANOVA est vérifiée. Visualisez vos résultats avec des graphiques appropriés. Alors ça peut paraître évident, mais c'est toujours voilà, choisir les meilleurs graphiques, les meilleures unités, les meilleures visualisations possibles pour pouvoir faciliter la lecture, pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Et puis surtout, assurer la traçabilité et la reproductibilité de vos analyses. Et donc ça, c'est super important aussi, c'est-à-dire que l'analyse, on doit pouvoir la répéter 10 fois, 50 fois, 100 fois. On doit toujours obtenir le même résultat sur notre essai. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est bien sûr lié à des scripts, c'est lié à des outils statistiques normalisés, standardisés. Ça peut être réalisé avec des outils comme Blumeo, ça peut être réalisé avec des outils comme R, comme Python. Et dans tous les cas, il faut que vous ayez la certitude de pouvoir répéter un nombre infini de fois les résultats de vos analyses. Alors là, on va peut-être regarder, avant de passer à la slide suivante, Romain, les résultats liés. Donc, on voit une grosse majorité de personnes qui réalisent l'ANOVA multifacteur. Donc, c'est assez peu surprenant, j'ai envie de dire. C'est une analyse qu'on voit énormément, qui est très puissante, qui est aussi relativement simple à mettre en place, avec des algorithmes qui sont connus par tous. Donc c'est très bien, et je vous invite, comme je l'ai déjà dit, à vous renseigner aussi sur les modèles mixtes. J'imagine que vous connaissez déjà aussi. C'est des modèles qui peuvent apporter aussi un peu plus de finesse par rapport à ces ANOVA. Et donc avant de passer à la slide suivante, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a aujourd'hui dans Blumeo pour les analyses. Donc ici, là, je suis sur un essai, donc un essai à 2 facteurs, tomates, donc qui va comparer des génotypes avec de l'irrigation. Et ici, eh bien, finalement, je vais pouvoir voir les résultats, les agrégations sur les différentes variables que j'ai saisies pour l'intégralité de mes traitements. Ici, j'ai 12 traitements. Je vois ici en violet mes traitements contrôle, d'accord ? Et puis, finalement, ici, les données agrégées pour chacune des variables en question. Et puis là, surtout, eh bien, je vais pouvoir voir ici les profils de mes différents traitements par rapport aux variables qui ont été calculées. Donc, c'est une visualisation radar. Je vais pouvoir en ajouter, je vais pouvoir en supprimer si je le souhaite sur mon radar. Ici, j'ai une visualisation histogramme qui apparaît automatiquement dans Blumeo. Je vais pouvoir bien sûr choisir les variables que je souhaite visualiser, par exemple la vigueur de la tomate. Voilà, je vais pouvoir choisir une autre variable, la présence de mildiou. Voilà. Derrière, ici, on a des diagrammes en boîte. On l'appelle aussi diagramme à moustache ou box plot. Finalement, ce sont des diagrammes qui vont vous permettre de visualiser la dispersion de vos résultats au sein de vos traitements. On voit ici, par exemple, une très forte dispersion pour ce traitement-là, là où le dernier traitement ici est beaucoup moins dispersé. Donc, on aura un écart type beaucoup plus resserré. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Vous avez bien sûr la possibilité, une fois encore, de jouer avec vos variables. Et puis derrière, ici, on a des nuages de points qui vous permettent de définir finalement des corrélations entre ici le poids du fruit et le nombre de fruits. Donc, ce n'est pas forcément étonnant d'avoir une corrélation. Une corrélation qui, naturellement, serait peut-être plutôt à l'inverse, le poids du fruit souvent diminuant avec le nombre de fruits. Et avec la possibilité, au final, de définir des R carrés, c'est-à-dire des coefficients de corrélation. On peut aussi lancer des ANOVA. Donc là, j'ai une ANOVA qui est disponible avec l'outil Blumeo. Donc là, on va aller sur une ANOVA à 2 facteurs, avec le facteur principal qui est déjà défini. On n'a pas la possibilité de le modifier, donc qui est le facteur d'irrigation, et un facteur secondaire qui va être le génotype. Et bien ici, je vais sélectionner une variable que je souhaite tester, par exemple la variable de vigueur, et je vais lancer mon ANOVA. Et automatiquement, l'outil Blumeo va me donner les résultats de cette ANOVA pour l'intégralité des facteurs qui ont été testés. Alors ici, je vois qu'on a un facteur bloc, puisqu'on était sur un split plot à 3 répétitions, donc on avait 3 blocs. On voit que le facteur bloc ici n'est pas significatif, ce qui est plutôt bon signe. Souvent, on recherche très rarement de la significativité sur nos blocs, puisque ça signifierait qu'on ait un fort gradient au sein de notre champ.
On a ici une significativité de l'impact du génotype sur la vigueur de la tomate qui est quasiment à 5%. On est quasiment sur de la significativité à 5%. On a ici le système d'irrigation qui ne semble pas être significatif. On a 11% d'erreur. Et ici, une interaction donc, entre le facteur génotype et le système d'irrigation qui, lui non plus, est loin d'être significatif. Donc, on n'a pas de significativité sur la corrélation entre ces deux facteurs. Voilà. Donc, on le voit ici, hein, la NOVA, elle est réalisée très rapidement. On a directement nos informations sur la significativité des résultats. On a la F-value, on a la P-value. Donc, c'est vrai que d'avoir un outil comme Blumeo, ça simplifie grandement la vie. Ça peut vous faire gagner énormément de temps. Et surtout, eh bien, ça standardise au maximum les statistiques que vous réalisez. Bien sûr, si vous souhaitez réaliser des statistiques plus complexes, si vous souhaitez utiliser des statistiques qui sont très, très spécifiques à votre domaine, vous avez toujours la possibilité d'exporter les résultats sur un format CSV, sur un format Excel ou sur une base de données qui serait externe pour réaliser eh bien, des scripts R, des scripts Python qui seraient beaucoup plus poussés. Enfin, pour terminer, je voudrais qu'on se penche un petit peu sur des analyses plus générales, prendre un petit peu de recul et parfois, eh bien, on souhaite réaliser des analyses sur des modalités en particulier, sur des traitements en particulier, mais pas uniquement sur un essai, pas sur 2 essais, mais sur tout un réseau d'essais qui aurait pu être réalisé sur plusieurs années, dans plusieurs endroits différents. Et donc là, lorsqu'on utilise un outil comme Excel, souvent, on arrive au bout des capacités de cet outil-là, puisque ce n'est pas une base de données. Et lorsqu'on n'a pas de base de données, eh bien, retrouver des données historiques, retrouver des données qui proviennent de lieux différents, de stations d'expérimentation différentes, ça peut parfois être très compliqué. Là où des outils qui contiennent une base de données, hein, qui comportent une base de données, comme Blumeo par exemple, peuvent vous aider à réaliser ce type de méta-analyse. Et donc là, ici, j'ai un exemple. Alors, on va zoomer un petit peu sur la prise de vue. Vous voyez ici, finalement, on a sélectionné 2 produits, donc des produits Catalysia et les produits Synergia, qui sont des produits complètement aléatoires, complètement fictifs. Et on a demandé à l'outil de me retrouver dans la base de données tous les essais dans lesquels ces 2 produits ont été testés en simultané. Et donc là, finalement, on a retrouvé une certaine liste dans lesquelles ces 2 produits sont testés, avec les années en question, les lieux en question, et les stations d'expérimentation en question dans lesquelles ces 2 produits ont été testés. Donc là, automatiquement, je retrouve le réseau d'essais dans lesquels ces 2 produits ont été évalués. Derrière, ici, l'outil Blumeo va me donner l'intégralité des traitements associés à ces produits. Et donc, on voit que le produit Catalysia, il a été testé dans ces essais à 3 doses différentes. Une dose 1 litre par hectare, une dose 3 litres par hectare, une dose 5 litres par hectare. Et le produit Synergia, lui, il a été testé dans 2 doses différentes, 3 litres par hectare et 5 litres par hectare. On a décidé, dans ce cas précis, de définir 2 contrôles qui seront catalysés à 3 litres par hectare et Synergia à 3 litres par hectare dans notre analyse. Une fois que tout ça est lancé, eh bien finalement, l'outil, lui, va vous retourner un tas de graphiques qui vont vous permettre eh bien, de visualiser et de tirer des conclusions sur cette méta-analyse. Notamment ici, eh bien, vous avez une vue histogramme qui va vous permettre ici de voir en violet foncé et en violet clair les 2 contrôles que vous avez mis en place et les comparer eh bien, par rapport aux 3 autres traitements qui sont Catalysia, donc 1 litre par hectare, 5 litres par hectare, et Synergia, 5 litres par hectare. Ici, vous avez les valeurs de vos benchmarks, les valeurs moyennées de vos essais, et vous pouvez prendre eh bien, des décisions basées sur une variable en question, ici le rendement. Ici, eh bien, on a ces valeurs-là qui sont affichées, mais sur un tableau. Voilà, donc, pour le rendement, eh bien, on va comparer à chaque fois chaque traitement avec les 2 contrôles et évaluer en termes de pourcentage leur surperformance ou leur sous-performance. Et puis derrière, on a ici une vision radar qui va nous permettre toujours, de la même manière qu'on l'a vu précédemment, évaluer les différents profils de nos traitements. Ici, une visualisation boxplot, donc rien de nouveau par rapport à la dernière fois, si ce n'est qu'on est sous une méta-analyse. Ici, eh bien, un compte-rendu global sous forme de tableau de toutes les performances de nos traitements sur l'intégralité des essais pour toutes les variables quantitatives et qualitatives collectées. Et puis derrière, ici, eh bien, une vue cartographique. Alors ça, c'est souvent très demandé, c'est d'avoir la possibilité de voir sur une carte
la performance d'un produit donné ou la comparaison des performances de plusieurs produits donnés de manière cartographique. Ça, c'est super puissant, c'est super intéressant pour voir un petit peu l'influence de la géographie, de l'environnement directement sur les produits ou sur tout type de facteurs. Et puis derrière, ici, eh bien là, on a des rankings, hein, donc des classements. On va voir un petit peu comment est classé majoritairement Synergia 5 litres par hectare, par exemple. Est-ce qu'il est classé souvent premier, souvent deuxième, souvent troisième sur le nombre de fleurs ici, voilà, mais vous pouvez choisir n'importe quelle variable. Et puis derrière, ici, des informations de dispersion, des informations ici de corrélation, des informations de distribution de résultats. Enfin voilà, on a finalement cette possibilité de gérer des méta-analyses, on a la possibilité de bien sûr modifier ces graphiques, d'en ajouter des nouveaux. On a tout un catalogue de graphiques disponibles pour ces dashboards-là. Donc, vous avez relativement de flexibilité pour réaliser ces analyses-là dans Blumeo. Un outil très puissant qui peut vous faire gagner beaucoup de temps dans vos rapports, beaucoup de temps dans vos conclusions, dans le partage aussi des informations hein, avec votre hiérarchie, avec votre équipe. Donc, c'est vrai que c'est un outil qui est relativement intéressant. On arrive à la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous a été utile, j'espère que vous avez appris certaines choses, j'espère que vous avez pu confronter un petit peu vos manières de faire avec finalement ce qu'on vous propose ici, donc notamment sur les designs à utiliser, la définition des facteurs et des modalités, mais aussi surtout sur la réalisation des analyses. Voilà, comment bien réaliser ces analyses, comment bien stocker sa donnée, comment retrouver facilement sa donnée dans une base standardisée. Voilà, c'est toutes les questions qui peuvent vous aider finalement à gérer vos essais agronomiques de la meilleure des manières et surtout de tirer les bonnes conclusions sur les hypothèses que vous avez dressées au départ. Je suis ravi d'avoir fait ce webinaire avec vous. J'imagine que vous avez encore beaucoup de questions. Il y a peut-être des passages qui n'ont pas été forcément abordés dans leur totalité. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. Romain, tu vas mettre mon adresse email dans le chat. On est aussi disponible pour une démonstration sur des points précis. Alors, à la fois sur les tests agronomiques, sur les tests variétaux, les tests produits et la sélection variétale. Hein. Blumeo, c'est vraiment un outil complet. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. Et puis, on mettra en ligne hein, le webinaire relativement rapidement. Donc, vous l'aurez en replay dans les plus brefs délais. Voilà. Je vous remercie. Très bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir.